plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous pour une heure d'émission de défense avec notamment cette allocation du président Joe Biden dans quelques instants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prendre la direction de Washington. Alors vous savez, dans le sommaire de cette émission, nous allons parler bien évidemment des États-Unis, mais également de la guerre et des combats qui se poursuivent à Gaza, au Liban. Et restez avec nous en fin d'émission. Nous aurons un témoignage d'un réserviste qui revient à peine du Sud-Liban. En attendant, nous prenons donc la direction de Washington avec vous, Antoine Hollard. Merci d'être avec nous. On le dit, Joe Biden va prononcer quelques mots. Le but, c'est quoi? C'est de dire « je prends acte des résultats ». Oui, exactement. Je pense qu'il y aura deux messages dans ce discours de Joe Biden. D'abord, et c'est le plus important, il y aura un message d'unité et d'apaisement. Vous savez que la campagne électorale a été particulièrement violente. Il y a eu des insultes échangées de part et d'autre. Et le pays est très divisé également. Et Joe Biden, d'une certaine façon, veut incarner l'apaisement. Il veut montrer l'exemple. Hier, il a appelé Donald Trump pour le féliciter de sa victoire et puis pour l'inviter à la Maison-Blanche afin de préparer la transition, de préparer les prochains mois. Vous savez qu'il y a une période de battement aux États-Unis entre le moment de l'élection et le moment où le nouveau président entre en fonction. 11 semaines de battement précisément. Et Joe Biden donc veut jouer le jeu des institutions et préparer comme il le faut la suite. Chose que Donald Trump n'avait pas fait il y a 4 ans. Chose que Trump n'avait pas fait il y a 4 ans. Trump n'avait pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur. Il n'avait pas non plus attendu Joe Biden à la Maison-Blanche pour lui transmettre les clés comme ça se fait d'habitude. Donc là, Joe Biden veut vraiment montrer que les institutions, que la Constitution américaine est au-dessus de tout, au-dessus des querelles politiques, au-dessus des querelles personnelles, parce qu'on imagine que ce coup de fil qu'il a passé hier, Joe Biden, était particulièrement difficile à passer pour lui, alors que les deux hommes se détestent. Et puis, il y a un deuxième aspect, un aspect plus personnel pour Joe Biden, qui va donc quitter le pouvoir d'ici un peu plus de 2 mois, qui va quitter la vie politique également. Ça fait plus de 50 ans qu'il est engagé en politique. Et ce discours, c'est peut-être l'un de ses derniers grands discours en fait à Joe Biden, à un moment où de nombreux démocrates le pointent du doigt et disent que la défaite de Kamala Harris, c'est aussi l'échec de Joe Biden qui n'a pas réussi à préparer la place pour une nouvelle génération. Biden, qui a plus de 80 ans, s'est cru capable de mener une nouvelle campagne électorale avant de jeter l'éponge en catastrophe l'été dernier. Il y a beaucoup d'articles aussi dans la presse ce matin qui fustigent l'arrogance de Joe Biden, l'ego, la vanité. Lui qui s'était présenté comme un pont vers la nouvelle génération et qui finalement ne l'a pas fait. C'est parfois la politique est parfois cruelle, sachant que c'est quand même Kamala Harris qui a mené campagne, enfin du moins les dernières semaines, et non pas Joe Biden. Kamala Harris qui appelle quand même à accepter la victoire de Trump. Là aussi, elle essaye plus ou moins de respecter la dignité d'un perdant. Exactement, et elle respecte aussi le jeu des institutions. Alors normalement aux États-Unis, quand un candidat perd l'élection, il appelle son adversaire pour le féliciter, pour reconnaître sa défaite, et c'est généralement cet appel qui marque vraiment la fin du scrutin, la fin de l'élection, la fin du suspense. Tout ça fonctionnait très bien jusque il y a 4 ans, quand Donald Trump lui a refusé de reconnaître les résultats. Mais ce coup-ci, côté démocrate, on veut vraiment montrer qu'on joue le jeu des institutions. Kamala Harris s'est exprimée aussi hier devant ses partisans, qu'elle avait réunis à l'université de Howard. C'est l'endroit où elle tenait sa soirée électorale mardi soir. Elle espérait prononcer un discours de victoire mardi, ça n'a pas été le cas, elle s'est pas exprimée. Elle s'est exprimée donc hier pour reconnaître sa défaite. Elle a appelé ses partisans à reconnaître la défaite, effectivement, et puis elle leur a donné aussi une sorte de message d'espoir en leur disant ça n'est pas le moment de baisser les bras, il faut se retrousser les manches. Parfois les victoires ça prend du temps, et donc entre les lignes elle laisse entendre qu'elle pourrait rester dans le jeu politique pour peut-être prendre sa revanche d'ici 4 ans sur les Républicains. Antoine, il y a des premières fuites. Alors on sait que bien évidemment il y a un monde entre les fuites dans la presse et ce qui va se passer, mais des premiers noms commencent à sortir du lot dans les fonctions attribuées dans l'administration Trump. Oui, exactement. Trump est déjà au travail pour préparer sa future administration, sa future équipe. Et il y a plusieurs noms effectivement qui circulent. Il y en a un qui circule avec insistance, c'est celui de Elon Musk, qui pourrait jouer un rôle important. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui s'est engagé pendant la campagne aux côtés de Donald Trump. Il a financé sa campagne, il a déversé des millions de dollars. Il a fait des meetings également aux côtés du candidat. Et on dit qu'il pourrait hériter d'un portefeuille important chargé de réformer l'administration
l'administration américaine, de tailler dans les agences gouvernementales et de déréguler de façon assez radicale d'ailleurs plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'économie. Le New York Times révèle aussi que Musk est en train d'essayer de placer plusieurs de ses proches à des postes clés d'administration, notamment des cadres de SpaceX, son entreprise qui, vous savez, travaille avec la NASA pour envoyer des fusées dans la station internationale. Un autre nom qui revient aussi, c'est celui de Robert Kennedy Jr., lui aussi un soutien de Trump, qui a participé à sa campagne. C'est le neveu de Robert Kennedy, et lui pourrait hériter du portefeuille de la santé, ce qui paraît assez incroyable parce que Kennedy Jr. est un anti-vax notoire et il défend des théories totalement complotistes sur les médicaments notamment. Donc ce serait assez incroyable de le voir à la tête de la santé aux États-Unis, mais on semble en prendre le chemin. Et puis il y a un dernier nom qui circule, c'est celui de Marco Rubio, le sénateur de Floride. Lui pourrait hériter du département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, un poste extrêmement important évidemment aux États-Unis. J'ai juste une dernière question, Antoine, parce que je sais que vous devez aller suivre également le discours très rapidement de Joe Biden. Lorsque vous citez quand même Mike Pompeo, secrétaire d'État à la Défense, Rubio, secrétaire d'État, c'est quand même des faucons. C'est-à-dire que visiblement, si ces noms sortent du lot et qu'ils seront nommés, c'est quand même des faucons que va nommer Donald Trump dans son administration. Oui, absolument. Alors, c'est difficile de savoir exactement ce que Donald Trump va faire en matière de politique étrangère, parce que s'il y a bien une chose qui caractérise Donald Trump, c'est l'imprévisibilité. Donc, on ne sait pas exactement quels sont ses projets vis-à-vis de l'Ukraine. On imagine, c'est ce qu'il a laissé entendre, en tout cas pendant la campagne, qu'il va mettre fin aux livraisons d'armes, ce qui signifie probablement la fin de la guerre. L'Ukraine ne pourra pas durer très longtemps sans les armes américaines. Vis-à-vis du Moyen-Orient, on sait que Trump est proche de Benjamin Netanyahou, très pro-israélien, mais là encore on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Trump, pendant sa campagne, a dit qu'il voulait mettre fin aux guerres, et il a fait des déclarations aussi en disant à Netanyahou il est temps d'en finir et de mettre fin à la guerre. Donc c'est pas sûr non plus qu'il soutienne Israël dans sa guerre face au Hamas et au Hezbollah. Il y a vraiment un gros point d'interrogation, et ce sera intéressant de voir ce que Trump va déclarer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais vraiment, tout le monde est un peu suspendu aux premières déclarations de Donald Trump, qui, je le répète, est vraiment imprévisible dans tout ce qu'il fait. Merci Antoine Renard, c'était très clair effectivement comme explication. Merci à vous. Bonne journée à vous depuis Washington. Alors en attendant, puisqu'on parle d'Israël et puisqu'on parle des États-Unis, Israël est à nouveau, bien évidemment, dans l'attente d'une attaque iranienne. Chaque jour, d'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas, pour ceux qui nous suivent de France, au courant, mais chaque jour, il y a des informations dans la presse israélienne en disant c'est peut-être pour ce soir, c'est peut-être pour demain. Et en attendant, les Israéliens et les Américains préparent de concert cette possible attaque iranienne. Regardez ce sujet préparé par Christopher Barola. C'est la troisième fois en un an qu'Israël se prépare à une attaque iranienne. À ce stade, aucun mouvement particulier n'a été détecté depuis Téhéran, mais Tsahal renforce tout de même sa défense. Les États-Unis ont d'ores et déjà augmenté leur présence dans la région. Des avions F-15 ont été déployés sur une base en Jordanie. Objectif, intercepter d'éventuels drones envoyés depuis l'Irak, le Yémen ou la Syrie. Ces nouveaux appareils viennent rejoindre une flotte déjà importante. Des bombardiers B-52 ont déjà été transférés la semaine dernière. C'est la première fois depuis 2019 que ces avions de l'US Air Force sont déployés dans la région. Dans les prochaines semaines, c'est le porte-avions Harry Truman qui devrait amarrer dans les eaux israéliennes. D'autres navires de guerre devraient également se positionner au large des côtes méditerranéennes. Avec cette flotte, Israël et les États-Unis devraient pouvoir intercepter les éventuels missiles balistiques tirés depuis les pays ennemis. Dans le même temps, les autorités israéliennes renforcent leur flotte aérienne. Jérusalem a signé hier soir un contrat important avec Washington pour l'achat de pas moins de 25 avions de combat, montant estimé plus de 5 milliards de dollars, financés par les fonds d'aide américains. Ces nouveaux avions super équipés devraient être livrés d'ici 2031. Et qui mieux que Ram Shmueli pour répondre à ces questions, ancien chef des renseignements de l'armée israélienne, ancien commandant d'escadrille. Merci de nous rejoindre, Ram Shmueli. Est-ce que vraiment, cette fois, Israël a besoin de préparer une attaque iranienne avec les États-Unis, ou Israël peut se débrouiller seul? Alors je ne sais pas si Ram Shmueli m'entend. Peut-être que oui, ou peut-être que non. Shalom Rav.
Je posais la question, Ram, de savoir est-ce que cette fois-ci, puisque visiblement, selon des indiscrétions, on dit qu'Israël prépare l'attaque iranienne avec les États-Unis. La question est de savoir est-ce que Israël a besoin de préparer avec les États-Unis ou Israël peut se débrouiller seul. Il y a là des éléments qui sont liés à la défense et à l'attaque. Dans les deux cas, Israël travaille main dans la main avec les États-Unis, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, sur le plan défensif, admettons que l'Iran nous attaque. Eh bien, c'est comme les fois précédentes, il y a des pays au milieu qui sont survolés par les missiles, ils survolent l'Irak, la Jordanie, la Syrie, etc. Par conséquent, plus il y aura de coordination avant l'attaque, on pourra intercepter les missiles plus tôt. En ce qui concerne l'attaque, Israël n'est pas obligé d'attendre qu'une attaque iranienne se produise, il peut attaquer. Mais là aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire quand on vole pour attaquer au Yémen, eh bien, on survole la mer. Mais là, pour attaquer l'Iran, il faut là aussi survoler d'autres pays où les États-Unis sont présents. Les États-Unis sont présents physiquement en Irak et ils sont en contact avec d'autres pays comme la Syrie et la Jordanie. Tout cela explique pourquoi il y a des liens étroits entre Israël et les États-Unis. Et cette fois-ci également, il va falloir coordonner les choses avec les États-Unis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transposer les téléspectateurs dans la salle de contrôle. Lorsque le chef du commandement central américain, en l'occurrence Mike Kurilla, arrive dans la région, et que, imaginez que vous soyez en poste, le commandant des renseignements de l'armée de l'air, s'il y avait une mouche à l'intérieur qui pouvait nous dire un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment ça se passe, comment on prépare? Tout d'abord, si on parle de la salle de contrôle, j'y ai occupé des postes de commandant, notamment de la salle de contrôle, où j'étais commandant de l'armée de l'air par intérim. Bien sûr que quand il y a des événements d'ampleur, c'est vraiment le commandant de l'armée de l'air qui commande les opérations. Donc, le commandant de l'armée de l'air contrôle les avions qui attaquent ou les avions de ravitaillement ou quand il y a des missiles. En fait, vous avez des écrans, vous avez des informations sur tout ce qui vient, tout ce qui se passe simultanément. Et les Américains ont la même chose, mais pas ici. Je n'ai pas visité leur centre de contrôle. C'est peut-être aux États-Unis ou au Proche-Orient. Et donc, nous avons les images de leur centre de contrôle et ils l'ont. C'est comme ça qu'on gère les choses. Ça, c'est en ce qui concerne le centre de contrôle. En ce qui concerne l'aspect opérationnel, les pilotes, là, c'est complètement différent. En fin de compte, ceux qui mènent l'attaque, ce sont plusieurs escadrons de F-15 ou de F-16 ou de F-35, comme on le voit sur l'écran. Il y a un commandant d'escadron et il y a aussi d'autres avions. Et chaque avion, chaque appareil a ses propres capacités. Si c'est les F-16, ils peuvent porter moins de bombes. D'un autre côté, ces F-16 sont beaucoup plus sophistiqués. Leurs systèmes sont plus neufs, sont plus modernes. Quand on parle des F-15, l'avantage, c'est qu'ils peuvent disposer d'un armement plus important. Les F-35 ont d'autres avantages et donc chacun des appareils avec les avions qui s'y assurent le ravitaillement et les renseignements, on a un tableau assez complet. Aucun pays à part les États-Unis, peut faire une attaque à si longue distance. Donc voilà, il y a cette cellule de contrôle et ensuite il y a ce qui se passe parmi les pilotes, les techniciens. Il y a
énormément d'équipes qui vérifient l'armement, qui vérifient les avions. Il y a bien sûr le ravitaillement en vol. Il y a aussi des équipes de renseignement qui protègent les appareils. Il y a des capteurs si quelqu'un veut intercepter un appareil parce que l'ennemi tire sur les avions. La dernière fois que nous avons attaqué en Iran, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a bombardé les cellules de missiles antiaériens et les missiles S-300 russes ont été détruits. Tout cela pour permettre aux appareils israéliens d'accomplir leur mission. Et c'est pourquoi l'Iran va y réfléchir à deux fois, parce que ce sera plus facile de survoler le territoire iranien et ils n'ont pas vraiment de défense. Et s'ils n'ont pas de défense, on pourrait attaquer des sites pétrolifères ou des sites nucléaires ou des aéroports ou autres. Donc l'Iran est face à un dilemme très important et en fait il voudrait qu'Israël n'attaque pas. Et d'ailleurs nous ne souhaitons pas les attaquer non plus. Mais comme ils nous combattent sur presque tous les fronts quotidiennement, moi je dirige une école aujourd'hui à Haïfa et aujourd'hui on a eu des missiles tirés sur Haïfa. C'est ainsi que se déroule notre vie. Donc nous n'avons pas peur de l'ennemi, mais d'un autre côté, il est très difficile de vivre sa vie avec des attaques et l'Iran est responsable de tous ces attaques, qu'il s'agisse du Hezbollah, de l'Irak, des Houthis. L'Iran est responsable de toutes ces attaques et choisit aussi le moment d'attaquer sur chacun des fronts. Restez avec nous, Ram, puisque vous avez parlé des F-15, justement. La transition est toute trouvée avec vous, Shani Guidalia. Les États-Unis et Israël ont signé un accord aujourd'hui, plutôt historique, de 25 appareils de dernière génération F-15. Oui, et c'est un contrat assez important puisqu'il a une valeur de 5,2 milliards de dollars et il comprend une option pour acquérir 25 autres appareils. La livraison, elle sera progressive et devrait débuter en 2031 à raison de 4 à 6 avions par an. Et on parle d'avions nouvelle génération. Les F-15, ils s'appellent les F-15 IA. Ils seront équipés de systèmes d'armes de pointe avec des technologies israéliennes de pointe. Maintenant, l'avantage par rapport au F-15, et Ram Shmueli en parlait des capacités de F-15 et de F-16. Maintenant, l'avantage de ces avions nouvelle génération, c'est qu'ils auront un plus grand rayon d'action, ils pourront atteindre des cibles longue distance, ils auront une plus grande capacité de charge et évidemment, ça donnera des meilleures performances. Maintenant, ces avions, ils sont pensés surtout pour contrer les menaces iraniennes, puisque l'Iran, de son côté, continue ses activités nucléaires. Et c'est donc un atout stratégique majeur, ce qu'on appelle un levier de sécurité pour Israël, qui, par cette acquisition, planifie une montée en puissance de sa flotte aérienne et retrouve une capacité de dissuasion. Restez avec nous, Shani, je pose la question aux spécialistes. Vous savez, Ram Shmueli, un pilote dont je tairai le nom, qui a participé à la frappe d'Ozirak en 1981, me disait que l'aviation israélienne, c'est pas comme Mike Tyson, c'est pas un punch et ça suffit. C'est plutôt un boxeur qui va donner plusieurs coups au même endroit pour détruire les cibles. Est-ce que ces avions de nouvelle génération dont parlait Shani à l'instant rentrent parfaitement dans la stratégie israélienne ? Tout d'abord, si vous voulez dire que moi j'ai participé à l'attaque de la centrale nucléaire à Ozirak, je n'y ai pas participé. J'ai participé à d'autres opérations. Non, bien sûr. Mais ces nouveaux F-35 qu'Israël veut acheter, ce sont des avions qui sont censés remplacer et agrandir le nombre d'appareils entre les mains de l'armée de l'air. Alors on pourrait poser la question, pourquoi acheter des modèles des F-15, pourquoi pas des F-35? Pourquoi pas d'autres appareils? Alors, les F-15 et les F-16, ce sont des avions qu'on utilise depuis 50 ans, mais on les modernise. Et donc, ces F-15 qu'Israël va acheter sont très avancés, comme l'Eurofighter européen, n'est pas au niveau du F-35, mais aussi se modernise en permanence. De manière générale, les appareils de l'armée de l'air israélienne sont des appareils américains. Vous voyez un F-15
chose sur les images, mais il y a beaucoup de systèmes israéliens qui sont intégrés, qui sont issus du savoir-faire israélien, des industries israéliennes, qui sont adaptés à nos terrains d'opération et des systèmes bien sûr très confidentiels. Et ce sont des appareils qui peuvent répondre aux besoins d'Israël, qui peuvent acheminer beaucoup d'armements vers des cibles pour attaquer simultanément de nombreuses cibles en profondeur sur le territoire ennemi. Cela peut être l'Iran ou n'importe quel autre pays qui voudrait attaquer Israël. Et cette acquisition, en fait, il s'agit de renouveler la flotte, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des appareils et aussi les remplacer. C'est un contrat très important pour l'avenir d'Israël. Une question que je me pose, est-ce qu'un pilote qui s'entraîne à réaliser une mission en Iran est capable, en un seul clic, de changer de mindset, d'état d'esprit et d'aller attaquer des cibles au Liban tout en continuant son entraînement vers une attaque en Iran? C'est une excellente question. C'est exactement là l'avantage de cette machine de guerre que sont les avions. Il y a des pilotes qui attaquent en Iran et l'heure d'après attaquent au Liban, ensuite dans la bande de Gaza. Et parfois, on peut décoller pour la bande de Gaza et on vous donne l'ordre d'aller vers le Liban. C'est ça l'avantage de l'avion de combat, c'est de se déplacer très rapidement. D'un côté, si on peut, ces avions peuvent arriver jusqu'à l'Iran à 1500 km. Et d'un autre côté, on leur demande parfois d'intercepter des drones qui font 1 mètre de diamètre. Et les avions sont très versatiles, ils savent le faire. Ils n'ont pas été conçus pour cela, mais quand on s'entraîne de la bonne manière, et au sein de l'armée de l'air, on s'entraîne beaucoup, j'ai participé à ces entraînements, et les capacités des pilotes et des avions de combat peuvent effectuer plusieurs missions simultanément. C'est l'avantage de ces avions de combat. L'Iran préférerait avoir une armée de l'air plus forte et moins de missiles balistiques, mais comme ils n'ont pas d'armée de l'air puissante, eh bien, ils utilisent des missiles balistiques. Peut-être l'une de mes dernières questions, mais plus personnelle. Ram Shmueli, vous disiez il y a quelques semaines de cela, on parlait de vos enfants qui sont toujours en période de réserve. Vous êtes un habitant vous-même du Nord, vous êtes professeur d'école à Haïfa. Est-ce que pour l'instant, il est trop prématuré, puisqu'on entend effectivement le gouvernement parler peut-être d'une chance d'accord. Il y a un nouveau ministre de la Défense. Tout cela réuni fait que, est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt encore pour parler de retour des habitants, et surtout, est-ce que vous estimez que l'armée israélienne fait suffisamment, que ce soit l'armée de terre ou l'armée de l'air, pour ramener les civils chez eux? Tout d'abord, l'armée fait exactement ce qui est nécessaire pour ramener la population dans le Nord. Il y a 3 aspects à cela. La première chose, c'est qu'on ne puisse pas que des forces ennemies qui étaient sur la frontière avec de l'équipement iranien ne soient plus capables de décider un matin d'occuper le nord d'Israël. Donc ça, on a pratiquement accompli cette mission. Il n'y a plus ces capacités de l'autre côté de la frontière, et l'autre côté de la frontière a été évacué. L'autre aspect, c'est qu'ils ne puissent pas tirer en ligne directe vers le territoire israélien. Là aussi, on s'approche d'avoir accompli cette mission. L'autre aspect, ce sont les missiles. On estime que le Hezbollah avait près de 70 000 missiles avant la guerre. Aujourd'hui, ils en ont beaucoup moins, mais ils ont encore des missiles qu'ils peuvent continuer à tirer. Et cela cessera surtout grâce à une pression militaire très importante, mais aussi un accord. Oui, un accord qui dit que si on nous tire dessus, eh bien, nous riposterons, et qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. On le voit d'ailleurs aussi dans le sud, les localités autour de la bande de Gaza, la majeure partie de la population a pu rentrer chez elle. Donc voilà la politique. Et nous ne renonçons pas. Merci beaucoup, Ram Shmueli, brigadier général. On file à Washington parce que Joe Biden vient de commencer son allocution. Merci d'avoir été avec nous. Good to see this cabinet and staff together. Thank you. Merci beaucoup.
Thank you, thank you, thank you. Please. Merci beaucoup à tous. Thank you, thank you, thank you. Merci. It's good to see you all. Particularly good Je suis to see my ravi granddaughter de sitting in the vous front row. voir et surtout ma petite fille qui For se over trouve 200 years, là. Pendant America's près carried de out the 200 greatest ans, experiment les États-Unis ont mené une expérience immense That's not hyperbole, that's a qui fact. a impressionné le monde. Et c'est un People fait. vote and choose Nous, le peuple, their own c'est le leaders and they do peuple it qui peacefully. vote et qui choisit ses We're in a dirigeants democracy. et de manière pacifique. The Nous will sommes of the une people démocratie always et la volonté du peuple Yesterday, est toujours I spoke with President la Trump. plus importante. Congratulated him on Hier, his victory. j'ai parlé I au assured président him élu Donald Trump direct et je my l'ai entire félicité de sa victoire et je l'ai assuré que work with toute his mon team administration to ensure a peaceful recevra and des orderly instructions transition. pour permettre une That's what the transition American people deserve. pacifique et dans un bon ordre. C'est ce que Yesterday, méritent I les also Américains. spoke with Vice President Hier, j'ai Harris. aussi parlé à She's la been a vice-présidente Harris, partner, a public servant. qui a She ran an inspiring campaign in everyone. qui a mené I'd like une to see campagne something qui a that été une I've source learned early d'inspiration on to pour respect so much. tout le monde. Character. Et j'ai beaucoup de respect pour Backbone of the elle, ramrod. She has pour great character. son caractère. C'est She gave her vraiment une whole heart femme qui a un effort. caractère exceptionnel. She Elle and her a entire mené cet team should effort be proud of the campaign they ran. cœur, elle et toute son You know, équipe. The struggle for the soul Vous of savez, America la since our bataille very pour founding l'esprit de has always l'Amérique, been an c'est ongoing là-dessus qu'est fondé notre pays. C'est une still bataille qui se vital today. poursuit et I know for qui some est people, encore importante aujourd'hui. the Je time sais for que victory, state the pour obvious. certains, For others, c'est aujourd'hui time of l'heure de la loss. victoire. Pour d'autres, c'est It's a une heure contest. de défaite. Competing visions. Il y a Country deux chooses visions one qui or sont the en other. concurrence, l'une avec We l'autre, et accept le the pays choice choisit l'une ou l'autre. Et nous acceptons ce Said choix many fait par le times. pays. Je l'ai dit à plusieurs Can't reprises. love your country Vous ne only pouvez pas when you aimer win. votre pays can't uniquement quand love vous your neighbor gagnez. Vous Only ne pouvez when you pas agree. aimer vos voisins Something I uniquement hope quand we vous êtes can d'accord do, avec no eux. matter who you voted for. Peu To see importe each pour other not qui as vous adversaries, avez voté, j'espère que nous fellow pourrons Americans. nous voir les uns les autres, non pas Bring comme down des the adversaires, temperature. mais comme des I concitoyens was hoping we could lay to américains rest the question about pour the faire integrity baisser of the American l'attention. electoral system. Et It is cela a montré honest, aussi l'intégrité fair, du système électoral and it is américain transparent. qui est juste et qui est It can be transparent. trusted. Et Win or lose. on peut faire confiance à ce I also système. hope we can restore the respect Et all our election workers who nous busted avons, their necks nous avons aussi restauré le respect pour tous ceux qui ont travaillé pour organiser ces élections. Nous voulons les remercier, ceux qui ont géré les bureaux de vote, ceux qui ont compté les votes. Nombre d'entre eux sont des bénévoles qui font cela par amour pour leur pays. Et en faisant cela, ils accomplissent leur devoir de citoyen. Et moi, j'accomplirai mon devoir en tant que président. J'ai rempli mes obligations en fonction de la Constitution et le 20 janvier, nous aurons un transfert des pouvoirs pacifiques ici aux États-Unis d'Amérique. Toute l'équipe, à tous les soutiens, à tous les membres des cabinets, certains qui m'accompagnent depuis 40 ans, merci de tout cœur. Vous avez tant fait au cours des 4 années passées. Je sais que aujourd'hui la situation peut être difficile, mais n'oubliez pas ce que nous avons accompli ensemble. C'était une présidence historique, pas parce que j'étais président, mais à cause de ce que nous avons fait, de ce que vous avez fait, une grande partie de ce que nous avons accompli. Les Américains le ressentent dès aujourd'hui, mais il y a des choses qui ne seront ressenties qu'au cours des 10 années à venir. Nous avons fait voter des lois qui commencent seulement à être appliquées. Il s'agit de construire des choses, de changer la vie des communautés rurales, d'aider les gens qui font face à des difficultés. Il faut du temps pour cela. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être faites et qui vont prendre du temps, mais la voie est claire. Il y a tant de choses que nous pouvons accomplir et que nous accomplirons grâce à ces lois qui ont été votées. Et ce sont des lois véritablement historiques. Nous laissons derrière nous l'économie la plus forte au monde.
Je sais que des gens continuent à souffrir, mais les choses changent rapidement et nous avons changé en bien les États-Unis d'Amérique. Il nous reste quelques mois pour finir ce mandat. Eh bien, nous allons continuer à travailler. C'est la responsabilité que nous avons à l'égard des Américains. Et il y a toujours parfois des moments de recul et de défaite, mais abandonner, c'est cela qui est impardonnable. Nous n'allons pas nous laisser abattre. Ce qui compte, c'est la force de se relever. Nous avons perdu cette bataille. L'Amérique de vos rêves vous lance un appel, vous demande de vous relever. C'est cela, l'histoire de l'Amérique au cours des 240 années passées et qui se poursuit encore aujourd'hui. Cette expérience américaine se poursuit. Nous allons aller bien, mais nous devons continuer à nous engager, à aller de l'avant. Et plus que tout, nous devons garder la foi. Et lorsque je vous vois, je le dis avec du profond du cœur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse nos soldats. Merci. C'était une présidence historique, a dit Joe Biden. On voit un Joe Biden tout sourire, qui termine quasiment, comme le disait Antoine Hollard tout à l'heure, il disait presque 50 ans de carrière politique. Un Joe Biden tout sourire, Chani et Guidalia. On le répète parce que c'est aussi l'information de la soirée, au-delà de l'achat d'Israël, parce qu'on va analyser dans quelques instants le discours de Joe Biden. De l'achat d'Israël de 25 appareils F-15, il y a des avions américains qui ont atterri visiblement ces dernières heures en Jordanie. Oui, on parle de 6 avions F-15 qui ont été envoyés ces derniers jours vers une base aérienne en Jordanie. Ça fait évidemment partie d'une préparation à l'attaque aérienne qui pourrait survenir dans les prochains jours. Et dans le cadre de ces préparatifs, eh bien, l'armée américaine évidemment renforce sa présence au Moyen-Orient avec plusieurs navires et plusieurs avions qui ont été envoyés. Il y a notamment un escadron entier de F-16 et des bombardiers B-52. Je reviens aussi sur ce que je disais un peu plus tôt concernant cet achat, ce contrat important de 5 milliards de dollars. Le ministère de la Défense, avec son directeur général Eyal Zamir, a affirmé que c'était un renforcement historique et crucial de la puissance aérienne d'Israël. Merci, ce qui va me permettre justement, pour parler d'Israël et des États-Unis, on va retrouver Antoine Hollard. Joe Biden disait à l'instant, c'est une présidence historique aussi pour Israël. C'est quand même peut-être l'un des présidents aussi, il faut le rappeler, il faut lui rendre hommage, peut-être l'un des plus sionistes. Oui, Joe Biden très clairement est un pro-israélien, un ami d'Israël, et c'est comme ça d'ailleurs depuis qu'il a commencé sa carrière en politique. Il le rappelle souvent, Joe Biden, lorsqu'il était sénateur, il faisait partie de la commission des affaires étrangères et à ce titre il s'est rendu à de nombreuses reprises dans l'État hébreu. Il a noué des contacts là-bas très personnels avec certains officiels et aujourd'hui encore, pendant sa présidence, il a été un soutien indéfectible d'Israël. On l'a vu lorsque le 7 octobre s'est passé dans la foulée des attaques du Hamas. Joe Biden a immédiatement pris la parole pour dire qu'il soutiendrait Israël et le droit d'Israël à se défendre, et il a joint le geste à la parole. Et immédiatement, les États-Unis ont livré une quantité d'armes absolument ahurissante. Il faut bien dire, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'avaient livré autant d'équipements militaires à un pays allié. Et Joe Biden l'a fait aussi contre l'avis d'une partie de son administration, qui le trouvait trop pro-israélien et pas suffisamment proche des Palestiniens. Ça a pu lui coûter aussi d'ailleurs des voix auprès des jeunes, auprès de la communauté arabo-musulmane qui traditionnellement sont proches des démocrates et dont une partie de cet électorat s'est détournée des démocrates à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc effectivement oui, Joe Biden a un grand ami d'Israël qui va quitter bientôt la Maison-Blanche. Un instant, je ne sais pas si vous avez vu cette image de Joe Biden donc dire au revoir et se baisser et
très américain, c'est-à-dire avec le poing comme ça, il salue. Il laisse quand même une marque de old school leadership, d'une sorte de dinosaure de la politique américaine. C'est ça qu'il laissera finalement comme héritage. Oui, alors c'est vrai que ce discours assez court de Joe Biden, c'était aussi une façon pour lui de défendre son bilan. Il a passé une partie de cette allocution à expliquer les grandes réformes qu'il a mis en place. C'est vrai que Biden a lancé de grands chantiers, des chantiers sur les infrastructures pour réparer les ponts, les autoroutes, qui en avaient bien besoin aux États-Unis. Des milliards de dollars ont été injectés de cette façon. Et puis, il a lancé aussi de grands chantiers pour transformer l'économie américaine, pour faire en sorte que les États-Unis deviennent un champion de l'économie verte. Il a déversé des milliards de subventions, par exemple, pour favoriser la création d'usines de batteries électriques pour les voitures. Et Joe Biden l'a dit tout à l'heure, les résultats ne sont pas visibles pour le moment, mais dans 10, 15, 20 ans, on en verra les résultats et l'économie américaine sera plus forte que jamais. C'est vrai que c'est un peu Joe Biden a un peu raté le coche pendant son mandat. Il a lancé ses grands chantiers, mais effectivement, les effets, s'ils se font sentir, ce ne sera pas pour tout de suite, c'est du long terme. Et c'est ça qui lui a coûté très cher parce que sur le court terme, les Américains ont surtout ressenti l'inflation. Et face à ça, Joe Biden est resté impuissant. Merci Antoine Heulard d'avoir été avec nous depuis Washington. Et je donne la parole à Bradley Bowman, directeur du Centre politique et militaire FDD. Merci d'être avec nous. La transition, visiblement, semble plus naturelle que ce que l'on attendait entre Joe Biden de côté et Donald Trump. Je vous vois sourire, c'est en apparence. Non, c'est la manière dont on fait les choses aux États-Unis. C'est la manière avec laquelle nous avons agi par le passé, et c'est comme ça qu'il faut le faire. J'ai critiqué l'administration Biden. J'aurais probablement critiqué la politique de l'administration Harris, mais quand on laisse la politique de côté, il faut féliciter la vice-présidente Harris pour son discours d'hier et le président Biden pour son discours d'aujourd'hui. C'est ainsi que la démocratie devrait se comporter. C'est comme ça. Voilà, il y a des batailles rhétoriques et en fin de compte, il y a des élections et vous acceptez les résultats, et il montre la manière dont fonctionne la démocratie américaine et devrait fonctionner, et il faut les en féliciter. Alors, question de démocratie, justement. Est-ce que Joe Biden va peut-être profiter de ce laps de temps ? Il parlait à l'instant de présidence historique. Mais pour qu'elle soit pleinement historique, il va falloir laisser un héritage. Est-ce que vous pensez qu'il va utiliser ces 11 semaines pour pressuriser Israël, pour obtenir peut-être quelque chose ? Vous savez, c'est une question importante. Il y a cette période qu'on appelle la période de canard boiteux entre les élections et l'investiture du prochain président le 20 janvier. C'est important, non seulement pour la politique intérieure, mais aussi pour la politique étrangère. Et effectivement, ce sera un moment où Joe Biden va vouloir penser à la manière dont il voudra que les gens se souviennent de lui. Et vous savez, souvent les Américains ont la mémoire un peu courte, donc on va voir peut-être certaines des armes, on va voir si les armes qui ont été retardées dans les livraisons pour Israël vont continuer à être retardées, ou est-ce qu'elles vont être livrées alors qu'Israël fait face à des attaques sur 7 fronts du fait de la République islamique d'Iran. On va devoir l'observer. Il va falloir aussi voir si l'Iran fait une course à l'arme nucléaire avant l'investiture de Donald Trump. J'ai des inquiétudes à ce sujet. J'ai conseillé qu'on observe plus précisément certains aspects du programme nucléaire iranien. Le sénateur Lindsey Graham en a parlé et nous avons fait des propositions que le président Biden pourrait mettre en place dès aujourd'hui concernant le programme
arme nucléaire. Et aussi, il y a négociations stratégiques entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ont des implications pour Israël. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste d'Iran, que cela fait plus de 20 ans que vous écrivez, vous cherchez et vous émettez des rapports auprès du secrétaire d'État à la Défense sur l'Iran. Donc vous savez de quoi vous parlez, Bradley Bowman. Dernière question concernant les faucons. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va prendre cette fois-ci des faucons ou plus politiquement corrects ? C'est une bonne question. Je pense que le président élu, Donald Trump, veut imposer la paix par la force et je pense qu'il va mettre l'accent sur la puissance américaine. Je pense que la puissance américaine est une force pour la paix et que c'est quand nous sommes faibles qu'il y a des provocations. Donc il va montrer que vous ne pouvez pas attaquer les États-Unis, sinon vous devrez en subir les conséquences. Ça, c'est en tout cas sa vision du monde. Mais je pense que la première chose qui l'intéressera dans les nominations, c'est la loyauté, des gens qui vont être loyaux à lui. Cela peut être une vertu, mais cela peut être parfois un vice. Tout dépend dans quel contexte. Donc il va chercher des gens qui s'alignent sur sa vision du monde, comme l'ont fait les autres présidents avant lui. En 30 secondes, est-ce que vous êtes optimiste sur le futur des relations israélo-américaines ? Est-ce qu'elles vont être conditionnées comme ces 4 dernières années ou elles seront plus, j'ai même pas le mot en français, smooth, légères, limpides ? Je pense que d'une manière générale, nous allons voir moins de critiques publiques de la part de la Maison-Blanche à l'égard d'Israël, parce que lorsque Biden a critiqué l'État d'Israël, il faisait le travail des ennemis d'Israël. Donc on va voir peut-être une livraison plus régulière pour que Israël puisse combattre les adversaires, et donc je suis optimiste. C'est pour ça que j'aime bien vous inviter, Bradley Bowman. C'est toujours un plaisir et on aime bien vous entendre ici dans Défense. Merci, directeur du Centre de pouvoir politique et militaire, les FDD. Très bonne journée à vous, à Washington. Merci à vous. Merci à vous. Alors on parlait à l'instant, et exactement ce dont parlait Bradley Bowman à l'instant, de ces guerres qui minent encore l'armée israélienne, tant à Gaza qu'au Liban. Justement, état des lieux de ces combats qui continuent, qui se poursuivent, avec Shani Guidalia. Plus d'1 an après le début de l'opération terrestre, les combats restent intenses dans le nord de la bande de Gaza. Les troupes de Tsahal continuent d'opérer dans la région de Jabalia, l'armée affirmant avoir éliminé plus de 50 terroristes dans des combats rapprochés et des frappes aériennes. Le Hamas serait proche de la défaite dans la zone. Malgré tout, selon des responsables du commandement sud, les combats à Jabalia sont parmi les plus complexes menés depuis le début de la guerre. En effet, la présence de dizaines de milliers de civils dans la zone a servi de couverture au Hamas. L'organisation terroriste est parvenue à piéger des centaines de maisons après les opérations du mois de mai à Jabalia, les forces israéliennes ayant évacué la zone. En parallèle à Beth Laïa, située à quelques kilomètres, l'armée israélienne étend aussi ses opérations terrestres avec l'ajout de forces supplémentaires au combat. Et ce, après des informations faisant état d'une résurgence terroriste dans la ville. Dans le cadre de cette activité, Tsahal permet aux civils d'évacuer pour leur propre sécurité la zone de combat, de manière sûre et par des itinéraires aménagés. Enfin, les combats se poursuivent aussi dans le centre de la bande de Gaza et à Rafah. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé des terroristes et détruit de nombreuses infrastructures du Hamas. Sur le front nord, pas d'accalmie. Les forces de Tsahal ont éliminé des dizaines de terroristes au cours de la journée. Des armes ont été localisées. De nombreuses infrastructures et des tunnels ont été détruits. Dans ce contexte, le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, a procédé à une évaluation de la situation sur le front nord. Parallèlement aux efforts diplomatiques pour parvenir à un accord au Liban, nous devons poursuivre l'élaboration des plans pour la suite des combats, y compris l'élargissement et l'approfondissement des manœuvres terrestres. Le chef d'état-major a ajouté que l'armée continue de frapper les cibles du Hezbollah dans toute la région. Au sud Liban,
dans la vallée de la Beka, à Beyrouth et également en Syrie. Enfin, l'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat dans ses rangs, le sergent Ariel Sosnov, âgé de 20 ans, servant dans le génie militaire. Et j'ai le plaisir de recevoir le soldat réserviste K. Il est d'origine française, il est en période de repos du bataillon de réserve de Golani. Merci d'être avec nous, K. Vous êtes soldat réserviste. Généralement, vous étiez au Liban tout récemment. Vous êtes avec votre famille quelques jours. Oui. D'abord, comment on se sent après plus de, si je dis 300 jours de, quasiment 300 jours de réserve? Pas très loin, oui. Comment on se sent? On se sent très bien. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Pour le moment, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais je pense que ça donne de l'air un peu à ma femme, à mes enfants, et à moi surtout après cette longue période de milieu. Vous avez 36 ans, vous êtes 34. 34. Vous êtes marié, vous avez des enfants. Oui. Quand le 7 octobre intervient, vous êtes le père de famille ou vous êtes l'ancien soldat Golani? À ce moment-là, je suis le père de famille à 200%. J'ai toujours été... on va dire investi dans mes Milouim, dans mes périodes de réserve. J'ai jamais manqué d'entraînement ou des périodes où on était convoqué, mais c'est vrai que père de famille à 100%, on venait de fêter Simchat Torah entre amis, entre familles. Donc le 7 octobre, je me réveille le matin avec la Hazaka comme tout le monde. Et très vite, ça s'accélère. Le téléphone qui sonne, faut y aller. Je vais aller jusqu'au bout de l'histoire et après on reviendra. Oui. Vous avez passé plusieurs semaines au Liban. Pour des raisons de sécurité et de sensibilité, on ne dira pas où, on va dire la partie orientale, que j'ai moi-même visitée avec les forces de la division 98. C'est une zone de guerre où c'est... Quel est votre ressenti? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que toutes les maisons sont potentiellement terroristes. C'est une zone de guerre à 2000%. Je me rappelle de l'association que j'ai eue quand... Moi, je suis Negev Strod. Donc je suis devant avec l'espèce de vision nocturne. Et je me rappelle avec une mitrailleuse assez lourde, assez efficace. Je me rappelle être rentré, avoir une vision un peu... en me disant je suis rentré dans un jeu vidéo. La fumée de partout, enfin c'est la guerre quoi. Donc c'est vrai que c'était une vision assez chaotique. Et comment on se sent? On se sent... faut faire le boulot quoi, donc on avance. Et chaque maison, pour répondre à votre question, chaque maison dans laquelle on est rentré, et je dis bien chaque maison, avait soit des armes, au minimum c'était une photo de Nasrallah en 4x4 dans le salon, comme la star de la famille. Donc, quand vous dites au minimum, c'est-à-dire que en fait, chaque maison est un danger potentiel. Chaque maison était un danger potentiel à 2000%. On a trouvé des quantités d'armes dans toutes les maisons dans lesquelles on est rentré. Que ce soit même dans les chambres d'enfants, c'est-à-dire que je me rappelle d'une scène où je fouille une maison avec un de mes collègues. On est dans une chambre de petite fille, de jeune fille quoi, 14 ans. Il sort de l'armoire un étui à violon et il me dit qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? J'ai dit un violon, c'est un étui à violon. On ouvre et on trouve 2 Kalachnikov dedans, toutes neuves emballées. À ce moment-là, j'ai compris qu'au final, malheureusement, aucune des maisons dans lesquelles on est rentré ou on serait amené à rentrer ne pouvait être une maison d'une famille normale comme nous, ce qu'on peut connaître de manière générale avec nos enfants et nos femmes à la maison. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'échelle de valeurs dans lesquelles on a grandi, et de l'autre, vous êtes en train de faire le travail loin de la famille, loin des enfants, mais vous dites que si je ne le fais pas, ces armes-là sont destinées à mes enfants, à vos enfants. Exactement. Je me rappelle d'un conseil qu'un ami m'avait donné avant que je rentre. Il m'a dit tu verras, ça va te faire bizarre quand tu vas rentrer dans une maison, tu vas te dire ça aurait pu être ma femme et mes enfants dans cette maison, puisqu'on voit des photos, on voit un lit rose, etc. Donc c'est vrai qu'au final la transition elle est difficile, mais c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au final malheureusement si je n'y suis pas dedans, ces armes qui seront destinées et ont été destinées à viser Israël de manière générale et ma famille si je parle à titre personnel. Si on parle de zone de guerre, malheureusement la brigade Golani a payé un très très lourd tribut, que ce soit à Gaza, mais je vais rester sur le Liban. Dès les premiers jours, les Golani sont tombés. On se sent comment? Au final très difficile parce que comme vous l'avez dit c'est toujours un très lourd prix. À ce moment-là, on n'était pas encore rentré, on était encore à la frontière. Première information, premier jour, on entend 5 soldats qui décèdent de la CRE de Golani et des gosses, pardon. Donc pareil, l'ancienne CRE de Golani.
Forcément, on nous a toujours vendu, enfin, on nous a toujours préparé au Hezbollah en disant que quoi qu'il arrive, la résistance allait être dure. Donc, dès le premier jour, entendre 5-6 morts de votre unité, de personnes que vous pouvez potentiellement connaître, ça met pas un coup au moral, mais il faut se reconcentrer 2 fois plus. Et quand on est sur le terrain, chaque geste compte, chaque petit détail compte. C'est exactement ça. On nous a toujours appris pendant les entraînements, ce qu'on appelle en hébreu rabak, rentrer vite, avec beaucoup d'énergie, etc. Au final, c'est tout l'inverse. Enfin, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut être très agressif, mais il faut faire très attention à chaque pas qu'on fait parce que chaque maison, malheureusement, est potentiellement piégée. Ils ne nous affrontent pas corps à corps ou face à face. Ils piègent les maisons, ils se cachent. Donc, chaque pièce qu'il faut rentrer, et moi en tant que Negev Yisrael, par exemple, je suis amené à rentrer potentiellement premier dans la maison. N'importe quel fil ou n'importe quelle bouteille peut être amené à exploser, donc il faut faire très attention. Et garder son sang-froid, ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite. Donc ça, on l'a appris au fur et à mesure de notre mission. Avec toute la sensibilité que cela requiert comme question et comme réponse, est-ce que vous pouvez certifier qu'à aucun moment, entre des terroristes et des civils, vous allez toucher tout le monde, mais vous ne touchez que les terroristes? Déjà, ce qui est différent, je pense, entre Gaza et le sud Liban, c'est qu'il n'y avait plus de civils. Il était plus censé avoir de civils dans les villages du sud Liban. Donc nous, on nous avait prévenu avant de rentrer, personne n'est censé être là, celui qui est là est un potentiel terroriste. Donc à ce moment-là, on avance en se disant que la moindre ombre, le moindre mouvement, faut tirer, quoi. Donc, je vais revenir justement aux mois qui ont suivi le 7 octobre. Ouais. Comment ça se passe comme je disais, vous êtes un père de famille, vous êtes marié, ouais. Et en même temps, il y a un devoir qui vous appelle. Le 7 octobre, je pense comme 99% du pays, je pense que c'est le jour le plus difficile qu'on ait eu à vivre en tant qu'Israélien, en tant qu'Olé Hadash encore plus. Le 7 octobre, la question ne se pose pas à 8h ou 9h du matin. Je dis à ma femme de préparer une valise, qu'on va sûrement être amené à aller chez ma mère, par exemple, pour être avec les enfants, etc., que j'allais être appelé. C'est ce qui s'est passé à 8h ou 9h. J'ai commencé à recevoir des premiers messages de nous tenir prêts. La question ne se pose pas, pour être très honnête avec vous, le 7 octobre, la question ne se pose pas. La valise était déjà prête, mon sac était déjà prêt. Et les mois qui ont suivi ? Pareil, c'est long, c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour ma femme, pour mes enfants qui commencent à subir la situation de manière beaucoup plus intense. Enfin, c'est catastrophique au final pour un enfant de 6 ans ou une fille de 3 ans de pas comprendre où est papa. Ou même pour ma femme, je pense qu'elle n'était pas enseignante en tant que femme de Golani, je pense pas qu'elle s'attendait à ce que ce soit aussi intense, aussi long. Cette fois-ci encore plus, parce que cette fois-ci c'était sans téléphone pendant plusieurs semaines au Liban. Donc faire comprendre aux enfants que papa n'appelle pas, pourquoi il n'appelle pas. Parce que de manière générale j'avais toujours mon téléphone sur moi, donc beaucoup plus compliqué. Vous arrivez à expliquer aux enfants, vous dites vos enfants ont 3 ans et 6 ans, ouais. Que c'est une guerre que papa fait, parce que c'est pas parce que papa a envie de la faire, c'est parce que papa veut assurer l'avenir, leur avenir. Je les ai longtemps préservés en essayant de ne pas leur faire comprendre que c'était la guerre. Papa part à l'armée, il s'entraîne, etc. Donc ils savaient que c'était l'armée sans rentrer dans les détails. Au final, c'est l'école qui leur a expliqué, surtout au grand, il a 6 ans, donc il commence à comprendre. C'est l'école qui leur a expliqué les Khatoufim, les Azakot, les missiles, etc. Donc c'est lui-même qui me posait des questions. Il savait que j'allais dans le Nord, sans même que je lui dise. Il savait que papa était dans le Nord. Donc je lui explique que papa il part protéger, il est avec les soldats qui protègent Israël pour que justement il n'y ait plus de Hazakot en Israël, etc. J'essaye de le rendre un peu plus agréable, mais je lui parle pas de guerre, j'essaye de lui dire que les méchants sont très loin et que papa il fait en sorte qu'ils viennent pas à nous, quoi. 2 dernières questions. Oui. D'abord pour vous, est-ce que vous avez l'impression, oui, que vous faites une mission sur le long terme? Complètement, c'était une des raisons de pourquoi j'ai décidé de faire mon alia avec ma fiancée à l'époque. C'était qu'on voulait, par amour du pays bien évidemment, mais pour faire aussi partie de ceux qui se tiennent présents quand il faut protéger ce pays. Donc si pas maintenant, alors quand? C'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'au final on n'a jamais été habitué à... Israël n'a pas connu de guerre, à part au tout début, mais n'a pas connu de guerre aussi long. C'est très long, cet appel ils m'ont rappelé le 25 septembre, alors que je venais de finir le 5 septembre ma deuxième période de réserve de l'année. Donc même pas 2 semaines à la maison, le temps de se réhabituer, d'être rappelé encore une fois le 25.
Elle a fait très mal cette fois-ci, beaucoup plus à ma femme et mes enfants, mais aussi à moi-même mentalement, de devoir se repréparer, retourner mentalement, à se dire je vais être loin de ma femme, loin de mes enfants, encore une fois risquer ma vie. Mais la mission, comme vous l'avez dit, c'est une mission qui est longue et elle durera le temps qu'il faut pour assurer la sécurité d'Israël. En tout cas, me concernant, je répondrai présent tant qu'on m'appellera, malheureusement. Malheureusement, effectivement. Dernière question. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti déçu des propos du président français qui vous considère finalement, je vais faire un raccourci, mais c'est la réalité, vous êtes un barbare? Complètement. Je suis français, j'ai quitté la France, j'avais 25 ans après avoir fait mes études, etc. Donc je me considère français et fier de l'être même aujourd'hui. Et quand vous entendez le président français actuel qui condamne Israël, alors que je pense qu'il le sait très bien, qu'au final Israël n'est pas du mauvais côté. C'est pas Israël le méchant dans l'histoire, même si bien évidemment que la guerre a des répercussions négatives sur la population civile, par exemple à Gaza, et aussi au Liban, même un peu moins. Mais quand vous entendez ça, forcément vous êtes déçu. Et après, on va pas faire de politique, mais c'est vrai que c'est pour le coup une grosse déception. Ouais. Merci, K, d'avoir répondu Merci beaucoup à mes questions sans langue de bois, je le dis, et je suis assez étonné, mais avec beaucoup de clairvoyance de votre part. Et bonne chance, comme on dit en hébreu, partez en paix et revenez en paix. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale d'1 heure de défense consacrée bien évidemment au changement de présidence, de ce discours de Joe Biden et aussi des combats comme vous venez d'entendre, que ce soit à Gaza et aussi au Sud-Liban. L'information continue, l'information sera centrée aussi sur l'intronisation très rapidement du nouveau ministre de la Défense. Katz dans quelques heures maintenant. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur Eye 24 News.